Voilà. Exercice numéro 3, performance des matériaux de construction. Alors dans cet exercice, on se propose d'étudier donc différents matériaux et on vous dit que construire des immeubles de grande hauteur en bois est désormais possible. Jusqu'à présent, le bois assurait les ossatures et les charpentes des maisons individuelles. Les techniques de lamellé-collé consistant à coller entre elles des lames de bois permettaient la construction d'immeubles collectifs de 4 étages. Et depuis quelques années, il est possible de construire des immeubles d'une quinzaine d'étages grâce à la fabrication de panneaux porteurs par la technique de cross-laminated timber. Alors on vous donne différentes données. On vous donne la formule de la résistance thermique d'une paroi, donc fonction de l'épaisseur, de la surface et de la conductivité thermique du matériau. Et on vous dit que dans le cas d'une paroi formée de plusieurs couches de matériaux différents, la résistance thermique totale est la somme des résistances des différentes couches. On vous dit aussi que le flux, noté phi, se mesure en watts. C'est une grandeur positive qui représente l'énergie transférée à travers une paroi par unité de temps. On vous dit aussi qu'une paroi plane dont les deux faces sont à des températures T1 et T2, et le flux thermique s'exprime donc par la relation T1 moins T2 sur la résistance thermique, les températures étant exprimées en Kelvin. On vous donne aussi la conductivité thermique de différents matériaux. Et enfin, on vous donne les dimensions d'un panneau CLT en épicéa, sa longueur, sa largeur et son épaisseur. Première question, on va s'intéresser donc à la résistance thermique du panneau CLT en épicéa. Alors première question, on vous demande de déterminer l'unité de la résistance thermique. Alors pour ça, il nous faut partir de l'expression de la résistance thermique. Donc la résistance thermique a pour expression petit e sur lambda fois la surface. Donc la formule nous est donnée ici. Voilà, donc là l'expression de R thermique est égale à ce rapport-là. Donc si on remplace chaque grandeur par son unité, on s'aperçoit que l'épaisseur se mesure en mètres, la conductivité lambda se mesure en watts, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Donc watts, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Et enfin, la surface se mesure bien sûr en mètres carrés. Ce qui fait que des mètres moins 1 avec des mètres carrés, il ne reste plus que des mètres. Les mètres se simplifient avec les mètres que nous avons au numérateur. Donc il nous reste donc des 1 sur Kelvin moins 1, ça nous fait des Kelvin. Et 1 sur des watts, ça nous fait des watts moins 1. Donc l'unité de la résistance thermique s'exprime en Kelvin watt moins 1. Voilà pour la question petit a. Question petit b. Déterminer la valeur de la résistance thermique du panneau CLT en épicéa. Donc là on nous demande un calcul de la résistance thermique du panneau. Pour cela, nous avons besoin de ces trois caractéristiques, lambda, l'épaisseur et la surface qui nous sont données. Donc l'épaisseur est de 20 cm, la surface c'est donc la longueur multipliée par la largeur en mètres carrés, et le coefficient lambda de conductivité thermique étant égal à 0,11. Donc on n'a plus qu'à remplacer par toutes ces valeurs, ce qui va nous donner une épaisseur donc de 0,20 divisé par lambda 0,11 multiplié par la surface qui vaut donc 6,0 multiplié par 3,0. Le calcul nous donne 0,10
Donc ça sera donc 0,10 Kelvin watt moins 1. Question C. Déterminer l'épaisseur de béton armé nécessaire pour obtenir une paroi de même surface que le panneau CLT et ayant les mêmes performances techniques. On vous demandera ensuite de commenter le résultat. Alors, pour obtenir les mêmes performances thermiques avec la même surface, ça veut donc dire qu'il faut exactement la même résistance thermique. Il faut que cette résistance thermique soit constante. Donc je rappelle que si cette résistance thermique doit être constante, elle doit donc être égale à l'épaisseur du béton, puisqu'on s'intéresse cette fois-ci au béton, divisé par le coefficient lambda du béton, multiplié par la surface S, puisqu'on a dit qu'on gardait la même surface. Donc ça veut dire que cette résistance thermique est donc égale à l'épaisseur du panneau CLT divisé par la longueur d'onde, par la coefficient de conductivité thermique du panneau CLT multiplié par la surface S qui est toujours la même. On peut donc éliminer les surfaces et on en déduit l'épaisseur de béton pour avoir le même flux thermique, donc la même résistance thermique. Donc comment fait-on pour obtenir l'épaisseur du béton? Donc ça nous permet d'obtenir que c'est égal à l'épaisseur du panneau CLT multiplié par le coefficient de conductivité thermique du béton divisé par celui du panneau CLT. Donc en remplaçant par les valeurs, on sait que l'épaisseur du panneau CLT est donc de 20 cm. Le coefficient de conduction thermique du béton est de 2,2 d'après les données. Et le coefficient de conductivité thermique du panneau CLT, on l'a utilisé tout à l'heure, est de 0,11. Ce qui va donc nous donner une épaisseur de 4,0 10 puissance moins 2 mètres. Le résultat étant donné avec deux chiffres significatifs, puisque toutes les données de l'exercice sont données avec deux chiffres significatifs, en tout cas la moins précise. Et donc ça correspond à 4 10 puissance 2 mètres, voilà. Donc ce qui correspond du coup à 4 mètres, alors c'est des centimètres, pardon, 4 10 moins 2 centimètres, et donc ça fait donc 4 mètres. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le béton est un très mauvais isolant thermique. Il n'est pas réaliste de construire des murs d'une telle épaisseur. Donc on va plutôt privilégier le panneau CLT à du béton, voilà, pour conserver la même résistance thermique. Voilà. Question suivante, on va s'intéresser maintenant aux fenêtres, les fenêtres en bois. Alors les fenêtres en bois de l'immeuble sont constituées d'un double vitrage composé de deux feuilles de verre de 4 mm d'épaisseur séparées par un espace hermétique clos renfermant 12 mm d'air. On étudie une fenêtre de surface S égale 4 m². La réglementation en vigueur impose que le coefficient de transmission thermique U d'un vitrage doit être inférieur à un niveau maximal réglementaire de 2 watts par mètre carré et par Kelvin. Le coefficient de transmission thermique U d'une paroi homogène multicouche est l'énergie thermique qui traverse cette paroi en régime permanent par unité de temps et par unité de surface, et pour une différence de température de 1 degré entre la face interne et la face externe. Alors tout d'abord, on nous demande de citer des modes de transfert d'énergie prépondérants à travers le vitrage et en donner une interprétation microscopique. Alors, tout d'abord, nous avons vu en cours qu'il existait plusieurs modes de transfert. Tout d'abord, on sait qu'il y a le mode de transfert par rayonnement. Donc le mode de transfert par rayonnement,
Ça signifie donc que la lumière, donc les photons, ont la possibilité de passer facilement à travers la fenêtre. Donc ça, c'est notre premier mode de transfert. Deuxième mode de transfert, c'est le transfert par conduction. Alors ce transfert par conduction, ça signifie que l'agitation thermique des molécules se transmet de proche en proche. Donc les molécules d'air à l'intérieur ou les molécules présentes dans le verre vont se propager progressivement de proche en proche pour transférer la chaleur. Et enfin, on a un troisième mode de transfert thermique qui s'appelle le transfert par convection. Et là, dans ce transfert par convection, ça intervient essentiellement dans l'air qui est présent, emprisonné à l'intérieur du double vitrage, puisque l'air chaud va avoir une densité moins élevée et va donc s'élever alors que l'air froid lui va descendre. Donc on a bien les trois modes de transfert thermique à travers ce double vitrage. Déterminons maintenant la valeur du flux thermique traversant la fenêtre en double vitrage pour un écart de température de 10 degrés entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Alors, comment déterminer le flux thermique? Alors, on sait que le flux thermique, nous avons une formule qui a été donnée dans les données. Voilà, phi égale T1 moins T2 sur R thermique. Donc, on va réutiliser cette formule. Donc, phi égale T1 moins T2 sur la résistance thermique. Sauf que la résistance thermique, nous venons de voir qu'il s'agit d'un double vitrage qui fait intervenir deux plaques de verre et de l'air emprisonné à l'intérieur. Finalement, la résistance correspond à la somme des résistances de ces trois matériaux. Alors, ce qu'on va dire, donc, c'est que la résistance thermique va s'écrire sous la forme T1 moins T2 divisé par la somme des résistances. Donc la somme des résistances, c'est quoi? C'est la résistance thermique de l'air emprisonné entre les deux plaques de verre, plus 2 fois la résistance thermique du verre, puisqu'on a exactement deux plaques de verre qui ont la même épaisseur et la même surface, donc qui ont forcément la même résistance thermique. On sait aussi que la résistance thermique, c'est égal à E sur lambda fois S. Donc on peut encore écrire cette formule sous la forme T1 moins T2 sur 2 fois l'épaisseur du verre divisé par lambda du verre, donc le coefficient de conductivité du verre multiplié par la surface. Donc ça correspond aux 2 fois la résistance thermique du verre, plus, nous avons aussi la résistance thermique de l'air, qui s'écrit sous la forme épaisseur de la couche d'air divisé par la conductivité thermique de l'air fois S. Donc voilà l'expression littérale qui va nous donner le flux thermique qui va traverser cette fenêtre de double vitrage. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique de ce flux thermique, ce qui va donc nous donner... alors pardon, j'ai oublié de mettre S en facteur. Donc si je mets S en facteur, ça me permet d'obtenir 1 sur S. Et 1 sur S, ça veut donc dire que si je divise par 1 sur S, ça revient à multiplier par S le numérateur, ce qui me permet d'obtenir T1 moins T2 multiplié par S au numérateur. Et je divise par ce qu'il me reste, c'est-à-dire 2 fois l'épaisseur du verre sur le coefficient de conduction du verre plus l'épaisseur de l'air divisé par le coefficient de conduction de l'air. Et là, je vais pouvoir faire donc l'application numérique, sachant que, alors, T1 moins T2, c'est 10 degrés, donc 10 degrés Kelvin ou 10 degrés Celsius, multiplié par, on a dit, 4 mètres pour la surface de la fenêtre, et donc divisé par 2 fois
Alors 2 fois l'épaisseur du verre, donc l'épaisseur du verre étant de 4 mm, ce qui donne 4,010-3 mètres. Et tout ça, bien sûr, divisé par le coefficient de conductivité thermique du verre qui vaut 1,2, auquel j'additionne les 12 mm, donc 12-10-3 mètres de l'air, divisé par le coefficient de conductivité thermique de l'air qui vaut 0,026. Voilà, donc si on calcule cette opération, cela va nous donner un flux thermique de 85 watts, puisqu'on sait que le flux thermique correspond à une puissance et s'exprime en watts. Ok, question suivante. En supposant que seul le mode de transfert d'énergie prépondérant intervient, peut-on dire que ce vitrage respecte la réglementation? Donc, pour respecter la législation, on nous avait dit que le coefficient de transmission thermique U doit être inférieur à 2 watts par mètre carré et par Kelvin. Donc voilà la condition à laquelle on doit s'attendre. Ce coefficient U correspond, on vous dit aussi, au flux pour une surface d'1 mètre carré et une différence de température de 1 degré Celsius ou 1 degré Kelvin. Alors nous, d'après l'expression du flux établi, donc l'expression précédente ici, donc cette expression-là qui correspond au flux, voilà, le coefficient de transmission, comme il s'agit du flux pour une surface d'1 mètre carré, donc la surface sera égale à 1, comme ce coefficient U fait référence à une différence de température de 1 degré, donc T1 moins T2 sera égal à 1, donc le numérateur est égal à 1. Ce qui fait du coup que, par déduction, le coefficient U sera donc égal à 1 sur le dénominateur. Donc, sur 2 fois l'épaisseur du verre divisé par le coefficient de conductivité du verre plus l'épaisseur de l'air sur le coefficient de conduction de l'air. Alors et maintenant, si on veut le calculer, il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs numériques comme tout à l'heure. Et là, ça nous permet d'obtenir, si on remplace par toutes les valeurs numériques qu'on a expliquées tout à l'heure, un coefficient U qui est égal à 2,1 watts mètre moins 2 Kelvin moins 1. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que ce coefficient U calculé est légèrement supérieur à 2 watts par mètre carré et par Kelvin, donc le vitrage ne respecte pas la réglementation. Alors du coup, quelles vont être les solutions proposées pour essayer de passer en dessous de ces 2 watts par mètre carré et par Kelvin? Donc quelles vont être les solutions pour améliorer les performances thermiques de ce vitrage? Alors, d'après la formule, on peut reprendre d'après la formule de la résistance thermique qui est égale à E sur lambda fois S, et on peut proposer plusieurs solutions. On pourrait par exemple remplacer l'air par de l'argon. Alors pourquoi? D'après les valeurs de conductivité thermique, on s'aperçoit que le coefficient de l'argon est bien plus petit que le coefficient de l'air. Et donc, si lambda est petit, la résistance augmente. Donc ça peut être une possibilité de remplacer la couche d'air par une solution d'argon. Autre solution, ce que l'on peut faire, c'est jouer sur l'épaisseur. Donc pour cela, on peut par exemple utiliser des feuilles de verre plus épaisses, ou alors une couche de gaz beaucoup plus épaisse. Ce qui fait que si l'épaisseur augmente,
la résistance va augmenter aussi. Donc ça permettra d'améliorer les performances thermiques. Ou enfin, troisième solution, étant donné que les résistances des différents matériaux s'ajoutent, donc il serait tout à fait favorable de transformer ce double vitrage en triple vitrage. Ce double vitrage en triple vitrage, ce qui consiste finalement à ajouter une couche de verre supplémentaire, ce qui permettra d'obtenir 2 couches de gaz de part et d'autre des couches de verre externes. Donc voilà toutes les solutions proposées pour améliorer le rendement